C'est la gendarmerie à ce moment-là. S'il s'agit d'une opération dite offensive, que viennent-ils faire dans cette opération? Nous devons quitter la Maka pour aller mener l'action. Donc nos arrières, la Maka, la prison, qui reste toujours un point assez sensible pour diverses raisons. Donc les policiers ont eu pour mission dans cette action de sécuriser nos arrières, voire la Maka. Ils ne sont pas allés au contact. Lors de cette opération, quel armement aviez-vous à votre disposition? C'est-à-dire, deux choses. Les forces qui se sont déplacées, donc, pas celles qui sont restées derrière, mais les forces, les unités qui se sont déplacées, et quel était l'armement à leur disposition? Bien, je tiens à préciser que sur les deux axes principaux, il y avait deux unités constituées. Et je ne connaissais pas la composition de l'unité voisine qui était sur l'axe, et si éventuellement aussi il y avait d'autres unités. Je disais que c'était une opération de grande envergure. En ce qui me concerne sur mon axe, j'avais la section du 1er BCP, du 1er bataillon, un groupe du Baza, et le GEB, c'est une unité qui a les engins semi-blindés de la gendarmerie. Donc, que se passe-t-il? C'est-à-dire, l'armement, ils avaient leur armement organique, ces unités? Oui. Les sections précitées avec leur armement organique. Le Baza avec une pièce de bitume. Et puis, les gendarmes avaient un engin blindé avec une arme collective sur la tourelle. Une 12-7. Pardon? Une 12-7. Une 12-7. Et les armes individuelles? C'était des Kalash. Des Kalachnikov. Y avait-il des RPG? Dans une section d'infanterie, il y a toujours au moins 3 RPG, c'est-à-dire un par groupe. Est-ce que tout cet armement a été utilisé lors de cette opération? Bien, dans une opération de ce genre, le chef, dans sa position, puisque je dis c'était de l'armement conventionnel et organique, donc c'est engagement avec tous les moyens. Et les bitubes, c'est du combien de millimètres? 22 mm. Avez-vous donné l'ordre d'utiliser des bitubes? Face au bouchon qu'il y avait, le bitume servait d'appui. Donc, pour ouvrir, comme on dit chez nous, pour ouvrir le bouchon, il a fallu faire un tir de bitume. Et dans cette zone qu'on voit sur la carte, la même carte là, que vous avez annotée tout à l'heure, les zones ombragées, ce que vous appelez les zones occupées, ces zones, décrivez-nous la géographie, c'est quelle sorte de lieu? C'est un quartier sur la droite. Donc on est en ville? Oui. En zone habitée? Nous sommes en ville.
à votre connaissance, avant l'utilisation de ces armes et quoi que ce soit durant cette période, avait-on déclaré à Bobo, PK-18, cette carrefour Indautré, zone de guerre? Je n'ai pas eu d'informations concernant de façon formelle que Bobo est une zone de guerre. Bon. Moi, en tant que chef militaire sur le terrain, c'est une zone de combat avec tout le passé récent qu'il y a eu. Donc, c'est ce qui était dans notre esprit, une zone de combat. Et avec les renseignements, c'est sur ça qu'on s'appuie pour évoluer. Et les faits récents, c'est une zone qui était occupée par l'ennemi. Y a-t-il une différence entre zone de combat et zone de guerre, selon ce que vous nous dites? Oui. Tout d'abord, la zone de guerre, comme je l'ai dit tantôt, elle est décrétée par l'autorité politique, bien évidemment selon des renseignements remontés par le volet militaire, en faisant l'état des lieux. Et la décision se prend au niveau politique, avec d'autres paramètres que je ne maîtrise pas, forcément, puisqu'au niveau politique. Mais maintenant, dans l'esprit des soldats que nous étions, avec les RUTEX, les retours d'expérience, cette zone était une zone de combat. Alors, je crois qu'il est important pour la Chambre de bien comprendre, Monsieur le témoin. Est-ce qu'une zone de combat, pour vous, signifie une zone de guerre sans la déclaration de zone de guerre? Non. Le juge président, je pense que nous avons compris. Maître Alcide. Oui, je pense aussi, comme vous, que nous avons compris. Et surtout, le témoin a dit très clairement quelle était pour lui la différence. Maintenant, on essaie de faire revenir sur ce qu'il a dit en lui demandant « Mais est-ce que vous pensez que quand même, malgré tout, et on tourne autour du pot, on tourne autour du pot, pour essayer de lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit cette fois-ci, qu'il n'a pas dit avant, qu'il n'a pas dit à aucun moment. » Donc je crois que la question est réglée, il me semble. Le témoin a répondu, non pas une fois, non pas deux fois, mais de très nombreuses fois, de manière extrêmement précise. Y revenir encore revient à tenter de circonvenir le témoin, de circonvenir ce qu'il a dit. It's okay. It's okay, Your Honor. Monsieur MacDonald, très bien, Monsieur le Président. Si la réponse est claire pour la Chambre, c'est ce qui est le plus important. Le juge président, qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'est-ce que vous aviez dit parce que l'interprète n'avait pas encore terminé son interprétation? Monsieur MacDonald, si la Chambre a clairement compris la réponse, eh bien, nul besoin de poursuivre sur ce sujet. Le président, non, ce n'est pas nécessaire. Y a-t-il, parce que c'est une zone de combat, dans votre esprit, je vais reformuler. Quelles sont les règles d'engagement qu'il faut appliquer à ce moment-là s'il s'agit d'une zone de combat? Les règles d'engagement peuvent varier selon la situation terrain et même la mission. Mais au minimum, ce qui est constant, c'est de traiter que les objectifs militaires. C'est d'employer l'armement adéquat, pour ne pas dire conventionnel ou organique.
c'est d'épargner au mieux les populations civiles, mais dans le cas précis, je me permettrais de dire plutôt les non-combattants. Puisque nous étions, c'était un combat asymétrique, une armée régulière ayant de l'armement, des principes, je dirais conventionnels d'action, qui combattent en tenue, donc visible. Face à cette armée, nous avions une bande armée, c'est-à-dire des gens qui combattent, qui ne sont pas distinctifs. D'où la difficulté. Mais nous sommes obligés, dans les règles d'engagement, de faire la différence entre un combattant et un non-combattant. Donc ça, au moins, sont des règles qui sont dites. Très bien. Donc, vous appliquez les règles de la guerre. Car ce que vous décrivez, c'est les règles d'engagement en matière de guerre. Yes, but... Le président, certes, mais Monsieur McDonald, d'accord, nous avons compris, Monsieur le Président. Nous le ferons valoir plus tard. Je suis en train d'argumenter avec le témoin. Le président, le témoin nous fait part de faits. C'est à nous qu'il appartient de les apprécier. Monsieur McDonald, d'accord, j'ai compris. D'avoir appelé le procureur à l'autre. Je voulais exactement dire la même chose. Yes. Please go ahead. Très bien. Le président, poursuivez. Civil. Lors de cette opération, c'est-à-dire de non-combattants. Bien, je reprécise qu'en face, l'ennemi n'était pas une armée, c'était une bande armée, donc sans minimiser qui que ce soit. Donc, l'ennemi combattait en civil. Bien, pour savoir si nous on avait affaire aux combattants, c'est parce qu'on nous tirait là-dessus aussi. Donc après, pour savoir si cet ennemi, enfin, si cette personne tombée était combattant ou non combattante, dans le feu de l'action, j'avoue que je ne peux pas répondre. Il me serait difficile. Très bien. Alors, le 28 février au 4 mars, vous êtes au camp commando. Expliquez-nous les circonstances de votre arrivée au camp commando et voilà. Bien. Les 5 zones ou 6 zones définies par l'état-major, dans son organisation, il a été érigé des PC, des postes de commandement. Donc des officiers devaient animer ces postes de commandement, notamment celui d'Abobo. Au départ, c'était les chefs de corps et les commandants en second des bataillons des forces terrestres qui se relayaient. Et à un moment donné, comme par hasard, juste après cette opération, le chef d'état-major et le chef CO, l'état-major, a décidé que les officiers travaillant au CPCO vont assurer cette mission. Et c'est ainsi que il y a un ordre de passage et j'ai été le premier dans l'ordre de passage. Et j'ai relevé le lieutenant-colonel Doumia Lassina, qui est aujourd'hui général 2 étoiles, commandant les forces spéciales et chef d'état-major adjoint. Il était chef de corps du 1er bataillon. Donc, comme je l'ai dit, sont eux
qui assurait ce service. Il était décidé par l'état-major, le chef d'état-major, que les officiers du CPC iront au niveau d'Abobo, que ce sera les officiers du CPCO. Donc j'ai relevé le général Doumbia. Et après moi, on faisait une semaine. Et après moi, il y a eu le lieutenant-colonel, qui est colonel, je crois maintenant, le colonel Nyamke, qui m'a relevé, et ainsi de suite, qui était aussi au CPCO comme moi. Donc voilà comment je me suis retrouvé, moi, dans ma période du 28 au 4. Selon vous, était-ce normal d'assigner des membres du CPCO pour diriger des opérations sur le terrain? Monsieur Cavez. No. What's your opinion? No. Le président, non. Non. Une opinion. Il ne s'agit pas d'un fait. C'est une opinion que vous sollicitez. Vous lui demandez d'exprimer son opinion. Et vous le dites d'ailleurs dans votre question, vous dites à votre avis. C'est ainsi que, Monsieur MacDonald, c'est peut-être ainsi que ça a été traduit, mais moi je ne l'ai pas dit cela. Le président, oui, c'est ce que j'ai entendu en traduction. Monsieur MacDonald, je reformule alors. Monsieur le Président, je voudrais juste vous rassurer que ce que vous avez entendu est ce que nous avons entendu en français. Okay. Selon vous. Please rephrase Le président, reformulez s'il vous plaît. for facts. Et contentez-vous des faits et non pas d'opinion. In any case, opinion, not opinion. Le président, en tout état de cause, c'est un fait. Il a été nommé. C'est à nous de tirer les conclusions qui s'imposent. Monsieur MacDonald, est-ce que je peux lui demander comment il a ressenti cela? Est-ce que c'était normal? Était-ce normal? D'assigner un officier du CPCO pour mener des opérations sur le terrain? Normal, c'est-à-dire. Bien, normal, ça veut dire quoi en fait? Excusez-moi. Did it happen? Le président, est-ce que ça s'est déjà produit avant cela? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est la qualité du personnel qu'on a sous la main. S'agissant de nous, officiers du CPCO, nous étions tous diplômés d'état-major. Donc, on avait les outils nécessaires pour travailler en état-major, mais aussi pour aller sur le terrain. Maintenant, je suis d'accord que dans le principe de fonctionnement, il y a des officiers pour aller commander sur le terrain, il y a des officiers pour cogiter, comme on dit, en terre à terre, en état-major. Maintenant, là, c'est la décision du chef. Je pense que seul le chef d'état-major peut répondre valablement à cette question. Pourquoi il décide en coup d'action de dire mes officiers du CPCO allez sur le terrain? Mais sinon, en termes de valeur, de savoir-faire, on était capable. La preuve en est, moi, ma fonction avant d'être au CPCO, j'étais chef de corps. C'est ce que je peux répondre. Très bien. Je vais continuer, mais je vous poserai la question. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit dans votre déclaration antérieure au bureau du procureur à ce sujet? Oui, je me rappelle et avec votre permission, je peux le rappeler. S'il vous plaît, oui. Oui, j'ai dit aux enquêteurs que je ne devais pas me retrouver là en tant qu'officier d'état-major CPCO parce que les hommes qui étaient sur le terrain avaient le chef de corps et le commandant second. Et ce sont eux au départ qui assuraient cette fonction. Donc, on ne devrait pas y être. Mais j'ai précisé qu'en termes de capacité, maintenant c'est au chef qu'il faut demander pourquoi il a pris cette décision. Et savez-vous pourquoi le chef a pris cette décision? Ah là, je ne sais pas. Vous n'avez aucune idée? Aucune idée. Très bien. J'aimerais qu'on discute des événements du 3 mars. La marche des femmes à Abobo.
Et pour ce faire, Monsieur le Président, et je vais changer en anglais, si vous me permettez. I think we'll have to, with this witness. Je pense qu'avec ce témoin, il nous faudra agir de manière très circonspecte, quitte à passer en huis clos partiel pour discuter des frontières. Avec votre permission, j'aimerais m'adresser à la Chambre, au juge de la Chambre, pendant 1 minute, à huis clos partiel, après quoi nous pouvons repasser en audience publique. Le Président, très bien. Alors très brièvement, nous allons passer à huis clos partiel. I remind you that you have half an hour. Je vous rappelle qu'il vous reste 30 minutes. Problème. La greffière d'audience, nous sommes dans l'audience publique, Monsieur le Président. Comment se faisait le ravitaillement du camp commando? Bien, tous les matins, nous avions une mission que j'appelais la mission logistique. Donc, un détachement part, il va soit pour des pièces, le véhicule en panne, soit avec une ambulance s'il y a un malade, soit pour des vivres, pour la nourriture. Où chaque 2 jours, on en profitait pour faire la relève, parce que les troupes se relevaient chaque 2 jours. Donc c'était le mouvement logistique qui était journalier. Quelle voie était empruntée pour se rendre? Bon, principalement, on prenait la voie, que je dirais principale, l'autoroute, qui passe devant la mairie. Bon, on avait d'autres voies aussi, en passant par Samaké, parce qu'il faut noter qu'on essuyait souvent des coups de feu sur les convois qui passaient. Donc on pouvait changer d'axe, mais c'était l'axe principal qu'on utilisait. Okay. Et le 3 mars? Est-ce qu'il y a un convoi qui est parti? Et si oui, il était composé de quels éléments, si vous vous en rappelez? Bon, globalement, le détachement était composé d'abord, comme il y avait chaque fois un lieutenant, parce que j'avais plusieurs lieutenants et chefs de section, celui-là partait avec son engin principal et quelques éléments à lui. Ensuite, il y avait souvent un engin de la police, la BAE. Il y avait un camion, soit de la section du BCP, soit de la section du 1er bataillon. Et puis, parfois, l'ambulance. Parce qu'en fait, c'était un convoi logistique qui n'avait pas vocation à aller faire autre chose, encore moins combattre. Mais qui avait du personnel de sécurité à bord des véhicules. Très bien. J'aimerais maintenant aller à huis clos partiel, Monsieur le Président, pour couvrir la suite. Et ça risque de prendre un certain temps. Une dizaine de 5 à 10 minutes. Le Président, je pense que l'on pourrait continuer en audience publique en parlant de ce qui s'est passé le 3 mars. S'il se souvient de ce qui s'est passé le 3 mars, et qu'est-ce qui s'est produit ce jour-là? Je peux, Monsieur le Président? Yes, please. Juste pour attendre le inscrit, s'il vous plaît. Alors, que s'est-il produit le 3 mars? Bien, le 3 mars, comme d'habitude, la mission logistique se met en place. Donc, il y a un lieutenant avec 3 ou 4 véhicules, je ne m'en souviens pas précisément, et qui a pour mission d'aller faire la mission logistique. Et dans la matinée, je reçois plusieurs coups de fil. Le premier coup de fil du colonel Sako, commandant le CPCO, qui me demande
est-ce que vous avez vu une marche de femmes et vous aurez tiré sur des femmes? Je lui ai répondu, mon colonel, 1, je ne savais même pas qu'il y avait une marche. 2, c'est vous, l'état-major, qui aurait dû, s'il y avait une marche, me dire qu'il y a une marche et me donner l'attitude à avoir, comme les ordres d'opération pour d'autres manifestations, nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. On l'encadre, on l'interdit, voire on la mate. Bon, je donne toutes les possibilités humaines, même si elles ne sont pas toutes bonnes. Donc, j'ai répondu comme ça, Colonel Sako, je n'en sais rien. Mais il a insisté, parce qu'on a dû l'appeler sûrement David. J'ai eu un deuxième coup de fil du général Doumia qui était colonel. C'est un aîné, ça c'est un coup de fil personnel, il m'a appelé, me donner l'information. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bobo? Il paraît que vous avez tiré sur des femmes et tout. J'aurais répondu la même chose. Et j'ai eu 3-4 coups de fil. Donc, merci. Outre le colonel Sako, le colonel Doumbia, tel qu'il était alors, avez-vous eu d'autres contacts avec votre hiérarchie, tel que le commandant Deto Leto, à titre d'exemple? Oui, puisque oui, j'ai eu aussi à lui rendre compte que nous n'avions ce jour-là qu'une mission logistique. Donc, on n'avait pas de mission concernant la gestion d'une marche. Donc, je l'ai dit. Expliquez-nous la conversation que vous avez eue avec ce dernier. Donnez-nous les détails. Qui appelle qui? Bon, j'avoue que j'ai dû l'appeler pour rendre compte, ou il a dû m'appeler. Bon, j'avoue que... mais parce que en fait, quand le colonel Sako était le premier à m'appeler pour s'enquérir de la situation, que je lui ai dit en long et en large de quoi il s'agissait, je pense qu'il a partagé avec tout l'état-major, dont le général Deto. Puisque, faut pas se le cacher, c'est une information qui s'est répandue comme une... voilà, vraiment, que c'est très répandu et rapidement. Donc, l'information qui disait que des militaires à Bobo ont tiré sur une marche de femmes. Donc, du coup, quand le colonel Sako m'a appelé, je lui ai rendu compte. Bon, il a partagé ça avec... il a fait remonter l'information. Donc, ce que j'ai dit, je lui ai dit, mon colonel, je pense que vous ne m'avez pas signifié qu'il y avait une marche à Bobo de femmes, encore moins donné des consignes pour agir. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Comment est la situation sécuritaire à ce moment-là à Bobo, suite à cet événement, la journée même du 3 mars? Et avez-vous reçu des consignes du général Deto Leto à ce sujet? Bon, les consignes étaient pratiquement les mêmes, puisqu'on était déjà dans une montée en puissance de la menace qui était telle que il fallait faire attention, il fallait être vigilant, il fallait... C'était à son paroxysme. Your Honors, I think your microphone is on. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je pense que votre micro est allumé. Et on peut vous entendre taper. Désolé. Avez-vous des contacts avec le général Mangou? Quand, s'il vous plaît? Le 3 mars. Le 3 mars.
Oui, je pense bien. Oui, je pense bien. Parce que ça a préoccupé toute la hiérarchie. Est-ce qu'on vous a demandé... Bon, premièrement, avez-vous écrit quelques rapports que ce soit à vos supérieurs à ce sujet? Bon, à ma descente, j'ai eu mon compte rendu de ma semaine. Hein? Mais n'oublions pas le fait que moi, chef PC, je n'ai envoyé personne. Comme on dit vulgairement, mater une marche. Donc, je signifie ça comment dans un rapport? Est-ce qu'on vous a demandé d'écrire un rapport à ce sujet? Non, on ne m'a pas demandé. Est-ce qu'à votre connaissance, quelque personne que ce soit a été l'objet de mesures disciplinaires pour les événements du 3 mars? Je ne saurais répondre à cela tout simplement. Le 4, je crois que j'ai été relevé. Les unités sont rentrées chez elles, c'est-à-dire les différentes sections ont rejoint leur bataillon ou leur groupement. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a été sanctionné. Avant le 11 avril 2011, donc le jour de l'arrestation de M. Gbagbo, du président Gbagbo à l'époque, y a-t-il eu quelques mesures qui ont été prises à l'endroit des membres des FDS pour l'incident du 3 mars? Des mesures à quel niveau? Venant de qui? À quel niveau? N'importe quelle mesure disciplinaire, criminelle, pénale, à votre connaissance. Par rapport à la marche? Oui, monsieur. On est sur le 3 mars, là. Oui. Mais le problème, c'est que ce 3 mars, moi, je réponds en tant que chef PC. Je n'ai pas donné d'ordre, encore moins reçu d'ordre, d'aller faire face à une marche. Donc, toutes ces questions qui viennent, je suis un peu perplexe et en difficulté de pouvoir répondre. Parce que moi, j'ai répondu à ma hiérarchie que je ne suis pas au courant, j'étais pas au courant. Encore moins donner des ordres dans ce sens. Maintenant, si des gens ont été sanctionnés, s'il y a eu des consignes pour ça, j'avoue que je ne sais pas. Monsieur le témoin, vous dites que vous avez eu une conversation le 3 mars avec votre chef d'état-major, M. Mangou, le général Mangou. Décrivez-nous le contenu de cette conversation, s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, dans ma position de chef PC, je n'ai pas de relation directe avec le chef d'état-major. Mon chef, c'est le colonel Sako ou le général Deto pour la circonstance parce qu'il gérait les 5 zones. Donc si de temps en temps, le général Mangou nous appelait, bon, parfois il voulait des précisions, parfois des encouragements, mais je ne peux pas me souvenir et quoi qu'il puisse arriver dans ma zone en tant que chef PC, je n'appelle pas le général Mangou. Ce serait une faute de ma part. Vous rappelez-vous avoir eu une conversation avec lui au sujet de rester ou de quitter le camp commando ce 3 mars? Effectivement. Qu'en est-il de tout cela? Décrivez. Oui, effectivement, dans l'après-midi, il y a un civil qui est venu nous donner un renseignement faisant état que la route principale
était en train d'être barré, que des gens mettaient des bétons pour empêcher les militaires de passer. J'ai rendu compte au Gérard d'Eto. Donc, selon lui, son impression, il m'a dit sûrement les gens veulent vous encercler. Et surtout que je crois ce jour-là, la section qui était à Samaké, à Bobo, avait été attaquée. Donc, il se dit qu'on voulait nous encercler. Donc, il m'a conseillé de penser à un décrochage, c'est-à-dire de quitter la zone. Qui vous recommande de quitter la zone? Le Gérard d'Eto. Quelle est la réaction du général Mangou à ce moment-là? Donc, moi, chef PC, qui suis sur le terrain, j'ai un autre flair face à la situation. Donc, je me permets d'appeler le général Mangou pour lui rendre compte. Et que vous dit le général Mangou? Tel que je lui ai décrit la situation et que j'avais demandé ce jour-là même le GEB, les engins blindés de la gendarmerie, je lui ai expliqué que je pouvais tenir jusqu'au lendemain. Parce que faire un décrochage de nuit, ça pourrait nous coûter cher. C'est ainsi qu'il m'a dit, tu peux rester. Avez-vous, à quelque moment que ce soit, en date du 3 mars, été informé, je ne demande pas le nom de la personne, mais avez-vous été informé par qui que ce soit qu'il y avait eu une marche et qu'effectivement on avait fait des coups de feu en l'air? Canon bleu. Excusez-moi, la fin, j'ai pas bien entendu. Qu'on aurait tiré en l'air le canon bleu. Le canon. Le président, que signifie... Enfin, est-ce que vous connaissez l'expression canon bleu? Le président, vous n'avez jamais entendu cette expression? Président, okay. Canon bleu. Le président, bien. J'ai informé cette journée-là qu'il y avait eu tir de coups de feu, mais qu'on avait tiré en l'air. À quel moment et par qui? Si nous pouvions aller en huis clos partiel très bref, Monsieur le Président, 30 secondes. Le Président. Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.